Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce neuvième opus des webinaires consacrés au New Space que Minalogic, dans le cadre du booster CoSpace Centaura, organise conjointement avec les partenaires du booster que sont le Centre spatial universitaire de Grenoble, le cluster Aerospace Auvergne-Rhône-Alpes, le cluster Indura, le cluster Lumière, le cluster Montagne, SIM et VG Police Valley. Aujourd'hui, nous allons aborder la question des environnements contrôlés comme un des enjeux aussi du spatial, qui est un des enjeux assez fondamentaux. On verra justement toutes les problématiques que ça implique avec Geoffrey Jiménez, qui est responsable de la division espace défense et industrie chez Aspida. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de faire peut-être un petit bilan. Comme vous le savez, on est au 9e webinaire de ce premier cycle qu'on a mis en place concernant le New Space, avec l'idée était initiale de fédérer un écosystème et de vulgariser aussi toutes les thématiques qui pouvaient être en lien avec ce qu'on appelle le New Space, donc la révolution numérique notamment et pas que, aussi matérielle qui est en train de s'opérer dans le secteur du spatial. Donc on a eu une série de 9 webinaires qui ont abordé différents sujets, que ce soit sur l'exploitation des images satellitaires, que ce soit les lieux que sont les planétariums ou les dômes comme nouveaux lieux d'innovation, la conquête spatiale et l'impact de la recherche et du développement pour ce genre de conquête pour l'activité d'une entreprise, les collaborations avec les laboratoires, notamment à travers les expériences du CESUG. Un grand sujet qui était la servicialisation de l'espace, notamment avec de nouveaux services qui se mettent en place et une déclinaison de ce qui fait sur la Terre, mais au niveau spatial. Un sujet aussi extrêmement pointu et très intéressant sur la radiation. On a abordé la question aussi de l'accompagnement du secteur spatial, notamment pour les startups, avec une présentation aussi de l'appel à projet, enfin candidature de Blast. On a vu le mois dernier la question du spatial militaire et aujourd'hui nous aborderons donc la question des environnements contrôlés. Donc, avant toute chose, je voulais vous remercier, déjà auditeur, d'être régulièrement inscrit à ces webinaires. Remercier aussi tous les intervenants qui ont pu venir aujourd'hui. Remercier Geoffrey particulièrement aujourd'hui. Mes collègues aussi, Nathalie qui est ma fidèle compagnon sur ces webinaires et qui a opéré en sourdine pour vous, mais de manière très efficace, et Damien qui a contribué aussi à la mise en place des webinaires sur la chaîne YouTube et que vous pouvez retrouver aujourd'hui sur la chaîne de Minalogic. Pour la suite, on est en réflexion sur un deuxième cycle de webinaires et l'idée c'est aussi de travailler, d'accentuer un petit peu la dynamique qui s'est opérée notamment grâce à l'appel à projet du Space Tour 2021 et des nombreux appels à projets qui sont sortis suite au plan de relance dédié au spatial. On avait abordé aussi les questions de l'événement qui se sont déroulées la semaine dernière sur le Space 4 et on va essayer de travailler aussi avec Proximum qui est porteur de l'événement sur l'intégration ou la convergence avec leur plateforme qu'on présentera ultérieurement. De renforcer aussi les liens avec le CNES et l'ESA, ce qui nous paraît assez indispensable. Donc, parmi les suggestions sur un deuxième cycle, et là on reste aussi à votre écoute et à vos demandes, déjà de consacrer aussi le 31 août, qui serait le dernier mardi du mois, comme on a l'habitude de le faire sur ces webinaires, de commencer un premier tour sur la question européenne, sachant que de nombreux appels à projets concernent le spatial et que le spatial a été rattaché au numérique dans le programme cadre européen. Aborder les questions peut-être aussi avec l'ESA, donc l'agence européenne, sur leur concept d'Innovation Lab, d'autant plus que le cluster O, les Manic, a établi un contrat avec l'ESA sur ce type d'Innovation Lab, de voir la question aussi des achats publics pour l'agence européenne, de vous permettre aussi de découvrir d'autres écosystèmes nationaux, notamment à travers mes collègues et partenaires des autres boosters, éventuellement questionner aussi un petit peu des sites comme de Modane, de l'Onera, qui avec un simulateur de vol, une soufflerie.
Aborder la question aussi de l'innovation à travers l'astrophysique et éventuellement aborder peut-être des cas pratiques aussi d'utilisation des données et contenus géospatiaux pour illustrer encore davantage un petit peu tout ce qu'il est possible de faire à travers le New Space. Donc, comme je vous le disais, on reste spécialement à votre écoute pour enrichir cette ligne éditoriale et éventuellement vous intégrer comme speaker si vous êtes en mesure d'intervenir et de vous sentir légitime sur un sujet. Donc, on vous donne un rendez-vous le 31 août pour même heure pour un spécial Europe. Quelques petits rappels d'informations aussi. Aujourd'hui, on est partie prenante en tant que partenaire du consortium du projet européen UFO pour Ultralight Flying Object sur un appel à projet qui est ouvert depuis le 15 juin jusqu'au 8 septembre. Je crois que même on a prolongé la date. C'est un peu, je crois que ça va jusqu'au mi-septembre. Bref, quoi qu'il en est, c'est un appel à projet qui vous permet de financer du prototypage concernant, d'un point de vue matériel, les nanosatellites, les apps, donc les plateformes de haute altitude, et les drones, donc avec un financement pour des consortiums de 2 entreprises PME minimum à hauteur de 60 000 euros pour un budget de 150 000 euros, voire une étude de faisabilité. Sachant qu'il y a un journée de matchmaking qui est prévue demain. Je vous invite ne serait-ce qu'à regarder le site pour voir quels sont les acteurs et éventuellement revenir vers moi si vous étiez intéressé pour entrer en contact avec une des entreprises inscrites sur l'événement, sachant que l'inscription n'est plus possible aujourd'hui. Quelques petits rappels aussi, rafraîchissements, pas forcément dans le détail, mais de vous rappeler un petit les appels à projets qui sont ouverts aujourd'hui, donc notamment les programmes d'accompagnement que Minalogic porte aussi pour le compte de ERT Nanoelec et de la région, donc que sont EasyTech et EasyIndus. Donc EasyTech qui vous permet de financer une prestation d'un laboratoire de recherche et EasyIndus qui vous permet de travailler sur de la pré-industrialisation de produits. D'un point de vue académique, rappelez aussi l'appel à projet Labcom qui permet une collaboration à hauteur de 363 000 euros pour le laboratoire et en lien avec un projet d'une entreprise et l'appel à projet pour monter des consortiums ou en tout cas de favoriser la construction d'un réseau européen pour les académiques à travers l'appel à projet MRSEI. Rappelez aussi que BPI France et l'État ont lancé un nouvel appel à projet IDEMO qui se veut le remplaçant du PSPC. Je vous invite à consulter le webinaire que Minalogic a mis à disposition aujourd'hui sur la chaîne YouTube qui vous permettra de comprendre cet appel à projet et de voir comment postuler soit à titre individuel, soit à titre collaboratif pour des projets à hauteur de 2 millions si vous êtes individuel ou à partir de 4 millions si vous êtes en consortium. Quelques petites news pour terminer. Vous rappelez que le 15 et 16 septembre auront lieu les Geodata Days avec un espace consacré au spatial et la cartographie. Donc l'événement se déroulera sur Grenoble. Vous annoncez aussi qu'aujourd'hui et demain, Horizon Europe, le site, enfin la DGE, vous propose des webinaires pour vous présenter justement le cluster 4 que j'évoquais tout à l'heure, qui concerne le digital, l'industrie et le spatial, avec des webinaires qui vous expliquent un petit peu les enjeux au niveau du spatial. Et notamment demain, un aspect focalisé sur un produit de financement qui est l'EIC, qui vous permet de financer directement votre PME. Et je vous invite aussi à cocher dans votre agenda le 22 octobre la date du Pitch Day correspondant à la date en Auvergne-Rhône-Alpes concernant l'appel à projet Space Tour 2021 qui s'est clos il y a quelque temps et qui concerne tous les projets d'innovation en lien avec les thématiques qui avaient fait ressortir les différentes régions impliquées dans l'appel à projet. Donc l'événement aura lieu sur le campus numérique à Charbonnières-les-Bains. J'en ai fini pour ce petit tour introductif. Je laisse la parole à Geoffrey Jiménez, donc qui est responsable de la division espace, défense et industrie chez Aspida, qui va nous parler des enjeux vitaux et très stratégiques ou même
pour l'humanité, en tout cas sur les environnements contrôlés et nous expliquer un petit peu plus en détail ce qu'on entend par environnement contrôlé. Geoffrey, je te passe la main et la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, Geoffrey Gimnez. Donc, je fais partie de la société Aspida depuis maintenant un petit moment, en charge du développement des activités relatives au spatial, à la défense et à l'industrie. Et donc, le spatial est un marché assez important pour nous. Et du coup, voilà, David nous a proposé aujourd'hui de faire un petit zoom euh, sur ce secteur-là, sur les enjeux associés justement aux environnements contrôlés, voire maîtrisés, dont on va parler aujourd'hui. Et voilà, je vais essayer de vous faire un petit tour d'horizon, si j'arrive à dérouler. Tac. Donc j'ai prévu une présentation, on va dire en 4 temps, on va dire un rappel de ce que l'on appelle communément les environnements contrôlés, les enjeux spécifiques au domaine du spatial, une vision des perspectives de l'évolution de ces besoins en fonction des évolutions du marché du spatial. Et puis, je vous présenterai en fin de séance euh, la vision d'Aspida par rapport à ces besoins. Alors, on a l'habitude d'appeler les environnements contrôlés en fait les salles blanches. Donc, ce sont des environnements dans lesquels euh, on doit comment dire, qualifier la concentration de particules en suspension dans l'air. Donc, on a un volume à traiter plus ou moins important en fonction du besoin. Le spatial a cette particularité d'avoir des besoins assez versatiles, puisqu'on voit l'émergence des nanosats et des CubeSats, mais les besoins vont jusqu'à l'intégration de satellites dans le lanceur, où on a des volumes de coiffe très importants. L'enjeu, c'est de construire et d'utiliser ce volume de manière à minimiser l'introduction et la production en phase opérationnelle de ces particules dans la pièce. Donc, il suffit, on va dire qu'on a des états stables au repos de ces volumes, mais il faut également regarder comment cet environnement va se comporter quand les opérateurs auront à réaliser leur fonction. Donc, en général, ces environnements-là ont une pression supérieure à la pression atmosphérique, qui permet de s'assurer que l'air ne circule que dans un sens, c'est-à-dire de cet environnement vers l'extérieur, et donc de ne pas générer de contamination vers l'intérieur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle communément les salles blanches. Et je voudrais commencer tout de suite par un petit dézoom et revenir sur ce qu'on appelle les environnements maîtrisés. C'est le terme qui est employé dans la norme ISO 14698, qui est un peu plus global, où en fait on retrouve deux concepts, on va dire, cousins, voire frères, que sont la salle propre dont on vient de parler, mais également les salles confinées, où l'enjeu est un petit peu différent. Le but, là, c'est de protéger les opérateurs et l'environnement et la communauté d'un agent toxique ou pathogène qui pourrait être à l'intérieur de cet environnement. Donc, il y a une notion un petit peu supplémentaire. Évidemment, ça ressemble à un environnement contrôlé, à une salle propre, mais en plus, on doit se protéger de cet agent-là. Et donc, pourquoi je vais en parler? Parce que dans les futurs enjeux dans le spatial, eh bien, on va retrouver un mix finalement de ces deux typologies d'environnement. Donc, les principaux utilisateurs d'environnement contrôlé, on retrouve les labos pharmaceutiques, qui sont des grands utilisateurs, où on a des grands volumes de production, qui sont en général subdivisés en petites zones de travail, puisque chaque type de fonction du process peut avoir des requis spécifiques. Et c'est bien là un des enjeux des environnements contrôlés et maîtrisés, c'est de pouvoir s'adapter aux justes besoins. Les établissements de soins et de recherche, l'actualité du Covid nous a montré à quel point nos infrastructures n'étaient pas préparées à pouvoir confiner correctement les patients et les personnels soignants en cas d'épidémie. Les fabricants d'équipements électroniques et de pointe, dans lequel on retrouvera les acteurs du spatial, et également l'industrie agroalimentaire. Donc voilà, j'ai mis quelques illustrations. Ici, on va dire de secteur de pointe. On voit ici des labos pharmaceutiques. Ici, une vue du James Webb Telescope sur lequel on reviendra, et donc d'une très grande salle blanche. Et à droite, un bloc opératoire qui représente un petit peu la pointe des environnements maîtrisés. Alors, quels enjeux pour le spatial? La contamination, c'est quelque chose d'assez complexe puisque c'est un ennemi invisible qui peut avoir des origines variées, donc qu'elles soient particulières, chimiques ou biologiques.
Alors, on est plutôt habitué à parler en particules, parce que c'est comme ça d'ailleurs que l'on qualifie le niveau de performance d'une salle blanche en ISO 8, 7, 6, 5 et ainsi de suite, en faisant des comptages de particules en fonction de leur granulométrie. Et donc là, c'est un exemple typiquement, une image proposée par le CNES, où on voit un élément de satellite à gauche avec une contamination de 5000 parties par million, et à droite, le même élément nettoyé. Donc évidemment, c'est des choses qui, à l'œil nu, sont quasiment invisibles. Seulement, les conséquences de ce type de contamination, elles peuvent être catastrophiques, alors notamment dans le spatial, puisque évidemment, une fois que l'objet est lancé en orbite, bah, les interventions sont beaucoup plus compliquées, et donc on a tous en tête l'histoire de Hubble, où finalement une désorption chimique liée à un cadre de caméra a généré des pollutions d'origine chimique sur la caméra qui ont empêché le satellite de fonctionner, et donc engendre des coûts catastrophiques, puisque encore à l'époque, les Américains disposaient de la navette pour pouvoir intervenir sur Hubble, ce qui serait aujourd'hui une mission, je ne sais pas si elle serait d'ailleurs faisable avec les moyens internationaux dont on dispose. Donc tout ça pour dire qu'il est essentiel de maîtriser cette contamination durant l'ensemble des phases de sol. Donc on parle généralement des phases AIT pour assemblage, intégration et test, qui sont en fait les phases durant lesquelles les instruments sont le plus soumis au risque de contamination, et on doit maîtriser cela jusqu'aux phases de lancement et ce qu'on appelle l'encapsulation sous coiffe, pour s'assurer de ne pas générer une contamination que l'on n'aurait pas vue et qu'on découvrirait à la mise en fonctionnement du satellite une fois en orbite. Alors, ces environnements contrôlés, on le voit dans l'actualité, ils sont vraiment au cœur des grands programmes. Donc, que ce soit pour la météorologie, l'observation, l'exploration. Là, j'ai pris 3 exemples. Donc, on a le James Webb Telescope sur la gauche, qui, on va dire, est le remplaçant de Hubble, qui, Cocorico, partira depuis la Guyane normalement en fin d'année. C'est un programme, je crois, d'environ 8 milliards, avec des miroirs au beryllium, et qui n'accepte évidemment aucune contamination. Et donc, on voit typiquement sur cette photo une super structure qui vient coiffer en fait le James Webb pendant les phases de test, et qui va accompagner le James Webb pendant l'ensemble des phases jusqu'en Guyane, pour s'assurer d'avoir une classe de propreté ISO 5 au contact du James Webb. Et donc évidemment, quand on voit les enjeux financiers d'un tel programme, la problématique de contamination est absolument centrale. Au centre, on voit le programme Mars Sample Return, qui a fait pas mal l'actualité avec l'atterrissage de Persévérance, et qui va continuer dans les années à venir avec l'envoi des modules européens HERO. Et donc, qui est un programme là encore, je dirais, encore plus impressionnant de par la complexité des coopérations internationales, et dont le but ultime, comme son nom l'indique, est de ramener des échantillons martiens et de pouvoir les étudier. Et donc là, je détaillerai un petit peu plus tard les enjeux de ce programme. Là, on est dans un enjeu de protection planétaire, où en fait, on a 2 problématiques. On a la problématique de ne pas générer de contamination, cette fois-ci d'ordre plutôt biologique. On n'a pas forcément d'appareil de mesure aussi pointu que sur le James Webb. Par contre, on doit s'assurer de n'emporter aucune présence biologique sur les appareils qui vont atterrir sur Mars, pour ne pas risquer de contaminer Mars, et 2, évidemment, pour ne pas trouver des traces de vie qui seraient les nôtres, qui ne présenteraient du coup peu d'intérêt. Et à droite, le dernier exemple, c'est le projet METOP seconde génération, donc qui est un grand programme de l'Agence spatiale européenne, dont le premier lancement, je crois, est en 2024, qui va être une constellation de 4 satellites d'observation météorologique. Donc c'est pareil, c'est un programme qui a pris un peu plus de 15 ans de développement, où on a 9 instruments extrêmement pointus. Et donc là, on est dans la gamme des satellites scientifiques avec des systèmes optiques extrêmement pointus, qui, pareil, sont extrêmement peu tolérants aux contaminations, enfin peu tolérants, dans le sens où on a une perte de performance catastrophique si jamais on génère des contaminations sur le satellite. Donc là, de la même façon que sur le James Webb, il y aura un suivi tout au long de la phase d'AIT jusqu'en Guyane, puisque le METOP SG et James Webb seront lancés sur le lanceur Ariane, de la contamination de ces 2 satellites. Alors la protection planétaire. Comme je disais juste avant, la protection planétaire, on est à la croisée des enjeux.
on est à la croisée des environnements maîtrisés et confinés. On doit s'assurer, comment dire, le concept de base est de s'assurer que lorsque l'homme va visiter d'autres planètes, il doit le préserver au maximum et donc protéger ces environnements-là de toute contamination humaine. Donc c'est ce qu'on appelle l'exobiologie. On a un expert en France qui s'appelle Michel Vizeau au CNES, que je vous recommande de suivre si c'est un sujet qui vous passionne. Et tout ça est régulé par le COSPAR, qui a été lancé par l'Organisation des Nations Unies dans les années 60, durant le premier programme d'exploration martien. Donc c'est la photo qu'on voit en haut à droite. C'est les atterrisseurs Viking 1 et 2 qui étaient un orbiteur et un atterrisseur de la NASA. Et donc là, on voit l'atterrisseur dans un four de stérilisation à sec. Et donc c'est un des enjeux. Le premier enjeu est de s'assurer de ne rien emporter sur les sondes que l'on va envoyer sur ces différentes planètes. Et aujourd'hui, l'actualité fait que les développements technologiques nous permettent d'espérer rapporter des échantillons sur Terre. Et donc là, on va être confronté à la seconde partie de la problématique de la protection planétaire. C'est que cette fois-ci, il va falloir se protéger de l'eau de ces échantillons, puisqu'on va chercher les traces de vie. Et donc, on ne sait pas ce qu'on va y trouver. Donc, de la même façon que pour l'objet que l'on a envoyé, on doit s'assurer de ne pas contaminer l'échantillon, sinon toute épreuve scientifique serait nulle et vaine. Mais on doit aussi se protéger de cet échantillon-là. Et donc là, on va avoir affaire à des problématiques de milieux confinés. Et donc, c'est ce qui est en train de regarder l'Agence spatiale européenne en partenariat avec la NASA. Aujourd'hui, il y a pas mal d'études qui sont en cours et qui ont déjà été réalisées pour savoir comment l'Europe va se positionner sur cette analyse d'échantillons. Il y a évidemment plusieurs scénarios. Et donc là, je vous ai mis différentes illustrations. Donc, on reconnaît en général des labos P4, qui sont les laboratoires qui permettent l'étude des virus les plus dangereux. Donc le laboratoire notamment P4 de Lyon, qui était en photo au centre, qui était notamment un des leaders des études en Europe sur un potentiel laboratoire d'études d'échantillons. Et donc on voit que là, on a une problématique double, donc protéger l'échantillon des personnes qui vont opérer sur l'échantillon et se protéger de cet échantillon. Donc là, on est totalement dans le cas de la santé publique, de la complexité de prendre en charge des patients hautement infectieux. Et donc, différentes solutions sont envisagées aujourd'hui. Une des solutions pourrait être tout simplement de ne pas avoir d'infrastructure européenne et que les scientifiques européens aillent opérer dans les infrastructures américaines, ce qui aujourd'hui ne semble pas être la piste favorisée par l'Europe, vu les investissements européens sur le programme MSR. Et après, il y a plusieurs solutions qui pourraient être d'être abritées dans des labos P4 ou de prévoir soit des systèmes mobiles. Donc, c'est une des images qu'on a mis à droite. On travaille avec un partenaire qui s'appelle Imevio, qui est le leader des projets de laboratoire de type P3 qui sont transportables. Donc, ça pourrait être une possibilité si on restait sur du niveau P3. Et après, pour du labo P4, il est envisagé de construire en Europe. Alors, on ne sait pas quel pays se portera hôte de ce projet-là, mais voilà, l'étude est en cours. Le projet s'appelle jusque-là MSRF, pour Mars Sample Return Facility, qui serait donc ces laboratoires. Et on a notamment l'université de Leicester au Royaume-Uni qui est très impliquée, qui travaille sur un projet de Double Wall Insulator, qui serait finalement l'organe central dans lequel seraient mis les échantillons. Et cet équipement-là lui-même serait mis dans des environnements maîtrisés qui devront être configurables puisqu'ils devront pouvoir s'adapter aux différents besoins scientifiques qui entoureront le programme d'étude des échantillons. Donc, l'Europe est en train de construire sa position. On pense qu'il y aura plus de clarté à la prochaine interministérielle européenne en 2022, puisque des études sont en cours pour définir les budgets à allouer en fonction donc du programme. Et donc oui, la dernière option que j'ai pas mentionnée, c'est de savoir est-ce que ces échantillons seront passivés ou pas. Donc c'est ce qui fera la différence entre un P3 ou un P4. On sera soit en P4 si les échantillons ne sont pas passivés. Et donc dans ce cas-là, on pourra espérer
tout type d'observation, qu'elle soit biologique ou géologique, ou alors des échantillons qui seraient passivés aux États-Unis. Donc, dans ce cas-là, pas de risque de contamination biologique. Et donc là, on serait dans des laboratoires plus simples de type P3, mais on pourrait plus simplement faire de la biologie. Pardon, de la géologie. Alors, quelle perspective? Donc, aujourd'hui, ce qu'on voit en termes d'évolution du marché, et je crois que ça fait l'objet de pas mal de conférences de l'équipe de David, on voit différentes tendances. Donc, on va dire qu'on observe 4 grandes tendances. Les ruptures commerciales, donc ça, avec l'arrivée de beaucoup de nouveaux acteurs, beaucoup de startups. On voit une intégration beaucoup plus verticale pour réduire justement les risques industriels. Et donc, il y a un risque malgré tout de fragmentation de ce marché avec une forme d'hyper-spécialisation sur certains produits ou certaines technologies. En même temps, il y a un besoin d'hyperproductivité. Alors ça, c'est beaucoup l'émergence des constellations, où on voit que la mode n'est plus à construire des satellites type James Webb qui prennent 15-20 ans de développement. On va sur des satellites qui coûtent beaucoup moins cher, sur aussi des systèmes de lancement dont le coût est en train de décroître de manière assez rapide. Et donc, on passe à une version, on va dire, plus industrielle de l'industrie du spatial, avec des services évidemment plus matures, pardon. Et encore une fois, une hyper spécialisation. On voit que ce sont maintenant des personnes différentes qui proposent les plateformes, qui les opèrent, et encore d'autres personnes qui s'occupent entre guillemets de traiter la data pour la commercialiser. En parallèle de ça, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un besoin de renforcer les capacités souveraines du spatial. Alors ça, c'est beaucoup lié à la militarisation de l'espace, qui est toujours un sujet un petit peu masqué derrière les grands programmes, notamment dans tout ce qui va être la surveillance de l'espace. L'augmentation du nombre d'objets dans l'espace fait que la problématique du trafic et des droits dans l'espace se complexifie. Donc là, on parle plutôt des orbites basses et moyennes. Et donc, il y a un besoin d'avoir, malgré tout, des capacités souveraines. Et donc, la constellation, encore une fois, est au cœur du débat. On voit une forte volonté, impulsée notamment par Thierry Breton, côté européen, de proposer un nouveau programme en complément de Galileo et Copernicus, d'avoir un troisième programme européen, donc au niveau qui serait un partenariat, si je comprends bien, entre la Commission et l'Agence spatiale européenne, pour avoir une constellation européenne souveraine en orbite basse. Et puis enfin, on conserve les coopérations internationales. Donc on le voit avec le programme MSR, où clairement une coopération internationale est essentielle pour pouvoir aller sur des programmes de cette ampleur. Et le prochain programme, entre guillemets, qui est en cours de préparation, c'est le programme Artemis, encore une fois sur l'impulsion de la NASA, qui est de prévoir une présence permanente de l'homme sur la Lune. Et donc, ça, c'est les tendances du marché que l'on observe. Et forcément, la problématique des environnements contrôlés doit s'adapter à ça. Et donc, ce que nous, on observe, c'est qu'on a, on va dire, 3 types de réponses à proposer. On est toujours sur des problématiques de solutions sur mesure pour les grands programmes souverains et les grands programmes de coopération, puisque ces grands programmes font l'objet de développement ultra spécifiques, où, entre guillemets, on atteint la limite de performance des infrastructures existantes, parce que la plupart des infrastructures dans le spatial ont quand même au moins une vingtaine d'années. Les technologies continuent d'évoluer, et donc ces grandes infrastructures, qui, je ne l'ai pas mentionné, mais représentent quand même quasiment 70% du coût d'exploitation des infrastructures spatiales, de par la consommation énergétique. Ce sont des infrastructures extrêmement énergivores. Et pour faire des upgrades de ces salles, c'est très compliqué puisqu'on est sur des volumes immenses. Et donc, il y a un besoin de s'adapter à ces programmes-là pour faire comme sur le James Webb ou sur METOP. Sur METOP, c'est nous, Aspida, qui sommes en charge de développer la solution de confinement et de protection de METOP SG. Voilà, on doit développer des programmes sur mesure pour protéger ces grands satellites.
Ensuite, sur la partie fragmentation du marché, ce qu'on voit, c'est que c'est compliqué pour les nouveaux acteurs d'accéder à ces infrastructures, puisque comme je viens de le dire, elles coûtent cher en exploitation, mais elles coûtent aussi très cher en investissement. Et donc, c'est toujours une complexité pour les acteurs du New Space de franchir le pas sur la partie production a été de leurs moyens. Et donc, la réponse du marché aujourd'hui, c'est de proposer des salles blanches qui soient de type déployable, puisqu'aujourd'hui, avec toutes les technologies que l'on a développées au fur et à mesure des années et le savoir-faire que l'on a, le retour d'expérience, eh bien, on arrive à faire des solutions beaucoup plus, encore une fois, sur mesure, mais cette fois-ci sur mesure au sens de traitement de la volumétrie, parce que comme je disais, l'enjeu de l'environnement contrôlé, c'est de contrôler un volume. Et donc, souvent, les acteurs du New Space sont sur des volumes beaucoup plus limités. Et donc, il n'y a aucun intérêt pour eux à disposer de salles avec des volumétries telles que celles qu'on connaît aujourd'hui historiquement. Puis enfin, la dernière tendance, c'est de voir ces salles blanches qui sont déjà aujourd'hui déployables, c'est de les voir transportables. Et ça, c'est beaucoup l'émergence de New Space qui amène ça, où aujourd'hui, les filières éclatent un peu. On voit que le nombre de projets de spaceport dans le monde explose. Euh, on voit qu'on a une production qui est tout de même de plus en plus industrielle par le besoin d'hyperproductivité. Malgré tout, on a besoin d'envoyer ces charges utiles un petit peu aux quatre coins du monde. Et donc, comme je disais, on doit pouvoir accompagner les charges utiles depuis les phases préliminaires d'AIT jusqu'à l'encapsulation. Et donc, la réponse, c'est de pouvoir accompagner ces charges utiles avec leur environnement contrôlé. Enfin, le dernier sujet, j'ai envie de dire, de perspective dans le marché du spatial sur ces environnements contrôlés, c'est l'exploration humaine. Donc, comme je disais, il y a le programme Artemis. Alors, je ne sais plus quand est-ce qu'ils ont prévu d'avoir le premier astronaute en présence permanente, mais je crois que c'est pas loin de la fin de la décennie. Et l'objectif, c'est donc de pouvoir avoir des astronautes en présence permanente. Et donc là, c'est un petit peu comme je disais sur la protection planétaire, c'est vraiment un défi en termes d'environnement contrôlé, puisque premièrement, on va être sur des infrastructures qui vont être déployables, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même s'il y a pas mal de R&D pour construire à partir des matériaux de base présents sur la Lune, c'est extrêmement contraignant, parce que c'est extrêmement consommateur en énergie. Et donc aujourd'hui, il est largement envisagé d'avoir recours à des structures de type déployable. Et donc c'est ce qu'on voit sur cette illustration de l'ESA. Hein. C'est-à-dire que sous la protection aux radiations qui est fait à base de rigolite, c'est un habitat gonflable qui est déployé. Il y a la problématique de la gestion de l'énergie, évidemment, puisque c'est plus compliqué de s'approvisionner sur la Lune en fonction en plus des zones d'intérêt. Les zones d'intérêt d'un point de vue ressources sont en général au pôle, qui sont les zones les moins éclairées. Donc, il y a toute une architecture globale de présence entre la partie robotique et la partie humaine qui est en cours de construction, mais de toute façon, la gestion de l'énergie est très complexe. Donc, la problématique d'avoir des systèmes assez peu consommateurs en énergie est centrale. Il y a un besoin d'avoir une capacité de recherche sur place. C'est un des buts de la présence humaine. Et donc, forcément, on a les mêmes problématiques que sur Terre. On doit pouvoir, entre guillemets, se protéger de ce qui peut être fait. Alors là, on est plutôt sur des risques chimiques, parce qu'il n'y a pas de. Aujourd'hui, la Lune est considérée, entre guillemets, comme un astre mort, et donc sans risque de contamination biologique. Enfin, la problématique de capacité de soins. Donc, on va devoir avoir une capacité de prise en charge de patients directement sur la Lune. On n'aura pas la possibilité de renvoyer comme ça très facilement dans les 24 heures un astronaute sur la Terre pour se faire soigner. La protection vis-à-vis de l'environnement lunaire, donc notamment la problématique des radiations, mais également la problématique qui vient juste après, qui est la gestion de la poussière de régolithe, qui est un petit poison pour notamment les objectifs de développer des panneaux solaires. Et donc, on va avoir de manière générale un vrai problème de gestion, enfin un vrai sujet en tout cas, vis-à-vis de la gestion de tout ce qui va être environnement contrôlé et confiné dans ces programmes d'habitat. Et donc aujourd'hui, il y a plusieurs initiatives à travers le monde, au-delà de l'aspect évidemment, j'ai envie de dire social, de passer plusieurs mois comme ça, loin des siens et avec des moyens de communication extrêmement limités. Donc là-dessus, il y a pas mal de programmes qui ont déjà plusieurs décennies où
on essaye de caractériser la réponse, on va dire, psychologique des futurs astronautes. On voit émerger maintenant les premiers programmes on va dire, de duplicata, de prototypes plutôt de villages de type lunaire ou martien, où voilà, l'ensemble de ces problématiques-là doivent être prises en compte. Donc, je pense avoir fait à peu près le tour des différents messages qu'on voulait passer. Je pense que ce qui est important de retenir vis-à-vis de ce qu'on a présenté, c'est que voilà, aujourd'hui, on a deux enjeux qui sont en train de se retrouver. Le problématique des environnements à la fois contrôlés et des environnements confinés. La boucle est en train de se boucler. Et donc, c'est typiquement l'approche que nous prenons chez Aspida. Notre objectif est de protéger partout, sans compromis, à la fois les humains et les technologies, de tout type de contamination, alors aéroportée évidemment. Et nous avons donc deux grands axes, et donc ce qui explique, j'espère, notre légitimité à aborder ces sujets. À la fois, on travaille dans la santé publique, où notre objectif est la création de l'entreprise, je le précise, qui était antérieure à la crise du Covid, était d'augmenter les capacités des infrastructures de santé publique pour la prise en charge de patients infectieux, puisqu'aujourd'hui, les hôpitaux dans le monde entier ne sont pas capables de recevoir des patients infectieux. Il y a des centres de référence qui en sont capables, mais ils sont limités. Et il y a une problématique entre l'identification du risque infectieux du patient et son transfert jusqu'au centre de référence. Et en plus, il y a un problème, parce que ces centres de référence ne sont pas dimensionnés pour pouvoir faire face à des épidémies. Et donc, notre approche chez Aspida, c'est de proposer des systèmes qui permettent d'augmenter les capacités de ces infrastructures-là. Et donc, on est sur des systèmes qui sont déployables, qui sont prêts, on va dire, à être utilisés quand le risque se présente, et qui vont on va dire, de la conversion de chambres classiques pour pouvoir isoler un patient et mettre en sécurité le personnel soignant, pour des cas type Covid, également pour des cas de patients hautement infectieux, et on va jusqu'à un hôpital complet déployable, qui n'est pas un hôpital de campagne de type militaire, qui est un vrai hôpital où on est capable de prendre en charge des patients sur des longues périodes, tout en proposant un système de mise en sécurité du personnel soignant. Et on développe le même type de solution pour le monde de l'espace, de la défense et de l'industrie, où notre approche, c'est de venir proposer des environnements maîtrisés, souvent à l'intérieur déjà de salles propres existantes, ou pas d'ailleurs. Mais notre approche est de venir se limiter à la zone uniquement où on a besoin d'avoir cet environnement maîtrisé. Et donc, c'est la slide, ça sera un peu plus tard. Donc, notre approche, c'est vraiment de nous limiter aux stricts besoins pour avoir des meilleures performances, que ce soit pour le besoin de protection des personnes ou du process, mais également pour des coûts, évidemment, de développement de ces infrastructures-là, dont on a de plus en plus besoin dans l'industrie, mais également dans la santé publique. Donc, je vous présente rapidement l'équipe. Aujourd'hui, on est 5, donc Guillaume Ribaud et John Mumford, qui sont les deux fondateurs d'Aspida. On est 2 à avoir rejoint Aspida il y a quelques temps, Jocelyn et moi-même. Jocelyn qui est en charge de toute la partie service, puisque au-delà de la partie design et installation de nos environnements maîtrisés, on assure évidemment toute la partie service, qualification et suivi de nos installations. Et on a Rémi Delamarre qui nous a rejoint récemment et qui nous aide sur tout le développement de nos projets, notamment toute la partie R&D, puisque évidemment ce sont des enjeux assez nouveaux. Et donc pour faire tout ça, on s'appuie sur plus de 10 ans d'expertise dans les environnements maîtrisés, que ce soit des problématiques nucléaires, on a travaillé sur le confinement de l'Arche de Tchernobyl, l'environnement NRBC, où là on est plutôt sur du risque biologique, donc on a travaillé sur le programme Sequoia pour le compte de la Direction Générale de l'Armement. On était en charge justement des systèmes de protection des opérateurs en cas d'incident dans l'installation. On a travaillé sur différents programmes de laboratoire de type P4, et évidemment on travaille beaucoup dans le spatial, et on était entre guillemets à l'origine de la rédaction de la prise en compte de la politique de protection planétaire avec le CNES, et donc c'est ce qui nous a amené à développer les premières infrastructures déployables pour le compte du CNES pour le programme ExoMars.
Notre approche, c'est de regarder la problématique de l'environnement maîtrisé en 3 dimensions. Et donc, avant même de proposer, on va dire, un design de solution, qu'elle soit d'un point de vue structure, traitement justement des problématiques de contamination, on regarde la problématique en 3D, c'est-à-dire que où est la problématique, quel objet ou quelle zone est soumis au risque de contamination, et on cherche à avoir une approche la plus sur mesure de la réponse que l'on va apporter à cette problématique. Et pour ça, on le regarde en 3 dimensions. On a une capacité en interne d'effectuer différentes simulations. Et donc, on le voit ici, on va sur des très grandes dimensions, puisque on voit des projets qui sont sur des coiffes de lanceurs, jusqu'à des projets un peu plus petits en termes de volume, où on va travailler au niveau d'une paillasse, notamment pour les opérateurs du New Space ou pour les opérateurs de labos pharmaceutiques. Bénéfice de cette approche, eh ben, c'est que on résout pas mal de problèmes de ces environnements contrôlés. On optimise la distribution d'air. Donc, ce qui va découler de cette optimisation-là, c'est que, en respectant évidemment les classes particulières des normes standards, on limite très largement la problématique du bruit, qui est un vrai sujet, puisque si des personnes ont déjà visité ou travaillé sous des flux laminaires, c'est des environnements qui sont extrêmement bruyants, ce qui est souvent un problème. Il y a un problème de compatibilité avec les opérations qu'ont à faire les opérateurs qui travaillent dans ces environnements-là, parce qu'en général, ce sont des opérations extrêmement minutieuses, et ils sont soumis à un flux d'air au-dessus d'eux qui peut aller jusqu'à 70 décibels, et donc qui est absolument épuisant et qui n'est pas forcément compatible des opérations qu'ils ont à faire. Avec ça, on réduit évidemment les coûts de maintenance, puisque tout est optimisé, donc on divise quasiment par 2 les coûts de maintenance, et aujourd'hui, sur les systèmes que l'on déploie, à comparaison de systèmes traditionnels que nos systèmes sont venus remplacer, on est en moyenne à 75% de réduction du coût énergétique de nos infrastructures. Et donc, je vous ai mis en dessous quelques illustrations voilà, sur le système de protection du satellite METOP, des systèmes plus compacts où on vient juste proposer l'environnement contrôlé au niveau d'une paillasse. Et la 4e photo, c'est le système qui vient protéger le rover d'ExoMars européen, qui est en phase d'essai. Et donc, ce système-là accompagne le rover ExoMars dans toutes les installations d'Airbus à Toulouse pour toutes les phases d'intégration. Et donc là, cette tente-là, typiquement, permet de répondre, on va dire, à la problématique de protection planétaire, où on ne doit pas seulement être sur la problématique de contamination particulière, mais on est également sur la problématique de protection vis-à-vis du risque biologique. Et juste pour finir, comme on est dans un cycle de conférences autour du New Space, je voulais présenter un produit qu'on est en train d'introduire sur le marché avec le support du CNES et de l'ESA, qu'on appelle CleanCube, qui est une salle blanche ISO 5, entièrement déployable, donc déployable et donc rangeable, qui vient avec sa boîte de transport, qui peut être entre guillemets oublié et stocké dans un local et qui peut être déployé au besoin. Et donc notre objectif ici, c'est justement de répondre aux newcomers qui n'ont pas les moyens aujourd'hui de se payer les grandes salles blanches des grands primes européens, et de leur offrir la même comment dire capacité fonctionnelle, en plus avec ce que je vous ai dit avant, avec des fonctionnalités plus performantes en termes de bruit et de consommation. Et donc notre but, c'est de donner accès à ces environnements maîtrisés à tous les acteurs et à tous les nouveaux entrants, et pas seulement de ne pas rendre l'environnement maîtrisé comme facteur limitant d'accès au marché. Donc c'est vraiment notre objectif. Et en plus, par le rayonnement que l'on a, on peut même, entre guillemets, aujourd'hui envisager de modifier le modèle économique, puisque aujourd'hui, la plupart de nos clients viennent nous voir pour faire de la location, puisqu'ils sont sur des cycles d'intégration aujourd'hui, sur des phases de prototypage. Et donc, aujourd'hui, on peut leur offrir un service où on leur loue une salle blanche à demeure. Ça leur permet de mieux eux-mêmes comprendre leurs besoins en termes justement de modularité, de taille de la salle blanche. Et puis derrière, une fois qu'ils ont industrialisé leur chaîne, eh bien, on vient, entre guillemets, on passe du prototype CleanCube qui fait environ 3 par 4 mètres au sol à des environnements plus grands en fonction de leurs besoins en industrialisation.
Et voilà, je crois que j'en ai terminé. Je vous remercie. Merci à toi pour cette excellente présentation. Ça a été extrêmement intéressant. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions. J'ai vu que Michel Ida, que je salue, demandait la présentation. Donc, comme l'a précisé Nathalie, les supports seront envoyés et vous aurez toujours la possibilité de voir le replay. Moi, j'avais une question qui peut paraître simple, basique, comme dirait un chanteur bien connu. Euh, Finalement, je me serais dit que l'environnement spatial faisait qu'on avait tout aseptisé, qu'il n'y avait aucun problème. Du coup, c'est quoi je dirais les potentialités de développement, notamment chimique? J'avoue, c'est quelque chose qui reste assez abstrait pour moi. Sur les risques chimiques? Ouais, par exemple, ou les particules. Enfin, comment le danger se crée à partir de là, ou comment se développent certains problèmes, que ce soit chimiques ou particulaires, etc. Bah, je vais donner un exemple. J'espère que je peux en parler. Aujourd'hui, on est intervenu au Centre spatial guyanais où on a de nombreuses salles blanches sur les opérations, on va dire, précédant l'encapsulation. Donc, le satellite arrive en Guyane et le CNES, avec ses clients, fait les dernières opérations sur le satellite jusqu'à l'encapsulation dans le lanceur, donc que ce soit Vega, Soyuz ou Ariane. Et aujourd'hui, ils ont des problèmes, ils peuvent avoir des problématiques. Alors, ils ont des réponses, hein, mais il y a eu des cas, il y a maintenant plusieurs décennies, de feux de forêt assez lointains liés à tout ce qui est problématique, on va dire, de leur pillage. Et c'est des feux de forêt qui ont été générés à plusieurs kilomètres, ont généré des contaminations chimiques à l'intérieur des salles blanches, puisqu'il y a une partie d'air neuf qui est filtrée, mais certains composés n'étaient pas prévus d'être filtrés. Donc maintenant, le centre spatial est équipé de filtres charbon pour résoudre ces problématiques-là. Mais voilà, typiquement, une problématique qui est externe, entre guillemets, au process pur du satellite, mais qui peut engendrer des problématiques sur le satellite avant son décollage. Et donc ça, on a besoin absolument de pouvoir tout paramétrer le suivi de ce qui se passe dans ces salles, justement pour savoir à quoi le satellite est exposé. Donc heureusement, quand il y a ces cas-là, hein, les salles blanches du CG sont équipées et donc il y a des systèmes d'alarme qui permettent de savoir qu'on a eu ce cas-là. Et donc après, il peut y avoir des solutions pour pallier à ces contaminations-là, mais évidemment qui sont très coûteuses. J'entends la problématique de réduire un maximum les potentiels problèmes, notamment de contamination de la Lune Mmh. ou de Mars, etc. Mais je me serais dit naïvement que le fait de simplement de l'envoyer dans l'espace, à un moment donné, l'élément chimique ou polluant serait aseptisé de facto, en fait. Mais c'est pas le cas. Non, 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 c'est pas le cas. Et puis en plus, tous les éléments ne sont pas soumis au vide, hein. C'est-à-dire que par exemple, dans le cadre du programme MSR, on va envoyer des capsules qui vont réceptionner les échantillons qui comment dire, ne sont pas soumis directement à l'environnement du vide spatial. Donc c'est là-dedans qu'on va mettre les petites carottes d'échantillons et c'est des éléments en plus qui sont très difficiles à décontaminer parce qu'il y a justement des problématiques de compatibilité. Les éléments qui servent normalement à tuer ces éléments biologiques ne sont pas en généralement compatibles des environnements des équipements du spatial. Donc c'est assez compliqué et donc on doit avoir une traçabilité depuis le début pour être sûr de ne pas générer. On pourrait se dire, on ne regarde pas la problématique de l'environnement auquel est soumis l'équipement et puis au dernier moment, on désinfecte tout. Mais ça, malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc on doit avoir une traçabilité depuis le début de ce à quoi à quoi sont soumis les différents équipements qui vont voler. Ok. Question d'Alexandre Bolton de Nucleus VR. Avez-vous des demandes de solutions de télécommunication, téléprésence entre les zones confinées et les salles de contrôle, bureaux d'études? Se préparer à rentrer dans une salle blanche prend du temps, donc collaborer à distance est nécessaire. Oui, bien sûr. Enfin, c'est des choses qu'on fait. Enfin, sur les infrastructures un peu plus grandes, on doit gérer les problématiques de fonctionnement. Alors, j'ai envie de dire que c'est surtout dans les problématiques d'environnement justement confiné où on fonctionne avec des systèmes de SaaS.
Et donc, tout est instrumenté pour savoir où sont les personnes, bien s'assurer que les cascades de dépression sont atteintes avant de pouvoir changer de zone et de rentrer dans les zones les plus confinées, puisqu'on fonctionne par cascade de dépression pour maintenir, entre guillemets, les zones où les opérateurs sont en sécurité. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois que quelqu'un est en train d'écrire. Non, c'était juste Alexander qui te remerciait pour la réponse. J'avais quelques questions aussi par rapport à ce que tu évoquais en fin de présentation sur la modélisation 3D. Est-ce que, Mmh. pour le coup, c'est comment vous en arrivez à cette modélisation? Vous avez des capteurs qui vous permettent d'identifier les degrés de particules, enfin la densité de particules, etc. C'est comment vous fonctionnez pour pouvoir modéliser? Eh Je ben, sais pas. Je sais pas. on a des logiciels de modélisation que on a entre guillemets tunés, puisque comme je vous le disais, donc Jocelyn Roy est en charge dans une société sœur en fait dans le Aspida appartient au groupe Shield et une société qui s'appelle Carian qui s'occupe de tout ce qui est qualification des salles blanches et suivi des salles blanches et donc on est équipé entre guillemets pour faire toutes les typologies de mesures quasiment existantes en salle blanche, que ça soit vérifier des écoulements d'air, des contrôles de contamination, et donc on se sert de modèles 3D du marché que l'on a tuné avec notre retour d'expérience, puisque on s'est rendu compte de la limite entre guillemets de certains modèles, notamment dans le spatial où on a tendance à avoir des volumes extrêmement importants. Donc là où les modèles 3D fonctionnent bien pour des justement les types de labos dans la pharma où entre guillemets les volumes sont plus petits. Donc là, ça fonctionne assez bien les modèles 3D. Par contre, quand on doit modéliser un hall avec un satellite de 6-8 mètres de haut, qui lui-même a 8 mètres au-dessus pour laisser passer le pont, les équipements de manutention, et ben là, la simulation a réellement ses limites. Donc, à chaque fois qu'on intervient et qu'on le peut, entre guillemets, on va faire des relevés sur place avec différents types d'équipements, on vérifie les flux et entre guillemets, on fait en sorte d'optimiser nos modèles pour coller le plus à la réalité. Maintenant, on a ce, ce, on fait en général toujours une corrélation entre le début et la fin du projet, entre ce que notre modèle nous permettait d'espérer et ce qu'on obtient. Et donc là, j'ai montré des images sur le projet Metop. Tac, on le voit là. Donc là, c'est typiquement une vue, puisque sur le projet Metop, on a une problématique également de dégagement thermique, puisqu'un des enjeux, c'est de tester le satellite en fonctionnement dans les salles blanches. Et donc, on a les systèmes de radiateurs qui sont en route. Et donc là, là, on voit le modèle typiquement qui nous permet de visualiser le dégagement thermique et la réponse entre guillemets de notre système pour l'évacuation de ce flux thermique là. Et donc évidemment ces choses-là, bah, comme on a la chance de faire nous-mêmes la mise en service et le suivi de nos installations, et bien derrière on peut les instrumenter et vérifier et donc corréler nos modèles. Très bien, merci beaucoup pour cette explication. Je vois qu'il y a toujours pas de questions complémentaires. Je pense que tout le monde est passé en salle blanche et ne veut pas contribuer. Pour le coup, moi j'avais peut-être une dernière sollicitation pour toi, Geoffrey, c'était peut-être de nous dire si toi tu avais particulièrement des besoins en termes de, je suppose, de clients, comme toute société, mais de partenaires peut-être technologiques ou stratégique que vous recherchiez, pas forcément rentrer dans le détail, mais avoir quelques pistes peut-être de collaboration qui vous intéresseraient, soit sur de la modélisation, soit sur des modules énergétiques ou autres. En tout cas, tu as la possibilité d'en faire part et de faire un appel à manifestation d'intérêt d'intervenants, enfin d'auditeurs ou de sociétés qui Alors, regarderaient la vidéo par la suite. je, je, je vais rebondir sur la question d'Alexander. Je dirais qu'un des objectifs d'Aspida et ce pourquoi Aspida a été créé, c'est notamment les problématiques donc de santé publique. Donc je reviens sur la slide. Et donc on a un produit qui s'appelle Pelta ici, qui est une chambre pour prendre en charge des patients hautement infectieux. Donc on est sur des pathologies de type Ebola. Et donc sur ce projet-là, l'objectif est d'offrir la possibilité de prendre en charge un patient hautement infectieux sans mettre en danger la vie du personnel qui va prendre en charge ce patient-là. Et donc comme sur tous nos systèmes, hein, le but c'est que l'objet soit mis à demeure et qu'on le déploie au plus proche de la problématique épidémique. Et donc c'est ce qu'on a vu avec le Covid, hein, c'était la complexité, hein, c'était d'intervenir au niveau entre guillemets des patients zéro qui arrivaient chez nous
Et donc notre objectif à moyen terme, c'est de déployer ces systèmes-là dans le monde entier, notamment dans les hubs où il y a les risques de développement des épidémies. Et donc c'est un petit peu plus tard parce qu'on est encore en train de développer le produit lui-même, mais je pense qu'on aura des problématiques d'interconnexion et de télécommunication entre ces différents systèmes, puisque l'objectif sera pouvoir apporter un suivi également du développement épidémique avec nos systèmes. Donc, justement, on a eu toutes premières discussions avec des personnes de l'Agence spatiale européenne pour voir comment on pourrait, entre guillemets, ajouter des modules à notre système pour créer justement, on va dire, une remontée de l'information, une interconnexion en rêvant d'avoir nos systèmes, d'avoir un réseau de nos systèmes dans le monde entier et de pouvoir remonter ces données-là pour faire un suivi, entre guillemets, des risques de développement épidémique. Donc, la question d'Alexander, entre guillemets, est pertinente. Aujourd'hui, on n'a pas le besoin au niveau du produit lui-même, entre les différentes zones SaaS entrées de notre produit. Par contre, on aura des sujets quand on aura, entre guillemets, un réseau déployé de nos produits. Ok, très bien. Eh ben, je te propose d'en rester là sur cette intervention. Encore un énorme merci pour tous ces éléments que tu as partagés. Et ben voilà, Alexandre te propose de le recontacter. On pourra faire la mise en relation si ça vous intéresse aussi, si vous n'avez pas pu prendre les coordonnées mutuellement. Je remercie aussi tous les éditeurs, mes collègues sur cette série de webinaires de nouveau. Et puis, je vous donne rendez-vous au 31 août pour recommencer un deuxième cycle et aborder la question des financements européens. À très bientôt et très bonne journée. Merci beaucoup.